Morgan Alès, merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue dans le show du foot européen avec la Dream Team en place. Buenos dias, Romeo Yetor. Bonjour Angelo, bonjour à tous les auditeurs. Ça fait un plaisir de vous retrouver après une petite semaine d'absence. Ça fait plaisir réellement de retrouver tous. Vous allez bien? Je vais bien. Super, super, super. Armel Waba, good morning. Morning. Comment vous allez? Très. Ça va bien également. Franck Nouyama, Morgan. Morgan Angelo, bonjour à toutes et à tous. Et nous saluons également Ezekiel Ayataï, bonjour. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Les huitièmes de finale allée de la C1, profitables à Tottenham, au Real Madrid et au Paris Saint-Germain, bien évidemment, à l'AS Roma, la Ligue Europa n'est pas du reste. C'est le menu de la première partie. Dans la deuxième, nous actualisons les majeurs dans le Derby of England. Manchester United opposé à Liverpool en Première Ligue. Duel de proximité entre l'Atalanta Bergame et le Milan en Serie A italienne. Saint-Etienne, dans le chaudron, accueille le Paris Saint-Germain en Ligue 1 Conforama. PFE rime également avec découverte. Nous parlons d'un terme sportif en fin d'émission. Plateau Foot Europe épisode 541. Installez-vous confortablement. C'est parti. La prestigieuse des compétitions européennes, Romeo Yetor à Old Trafford, le théâtre des rêves la dernière fois. Le Paris Saint-Germain a impressionné le monde du football. Oui, c'était impressionnant cette prestation du Paris Saint-Germain. Je crois que les Parisiens aujourd'hui ont fait la première partie du travail. Le match retour au Parc des Princes va être un match certes compliqué pour les Parisiens, mais ils sont sur la bonne voie parce que gagner à l'extérieur 2-0, et c'est la première fois qu'un club français va damer le pion à un club anglais, qui plus est à Old Trafford, et c'est grâce à des jeunes joueurs comme Kipembe, Mbappé, Paris Saint-Germain qui a perdu deux de ses meilleurs attaquants. Il s'agit bien sûr de Cavani et de Neymar. On s'entendait à un match beaucoup plus compliqué pour les Parisiens, mais ils ont joué sur leur valeur parce qu'ils savaient qu'ils ont quelques handicaps devant l'attaque et ils ont su transformer cette faiblesse à une force. On a vu un certain Manchester United qui est resté sur plusieurs matchs sans défaite, surtout avec Solskjaer. On se disait que c'est un Manchester United qui va broyer les Parisiens parce que Manchester joue à domicile devant ses supporters. Mais voilà, Manchester a complètement déjoué. En début de rencontre, on a vu une équipe mancunienne qui a certes joué avec un pressing haut, avec Herrera, Pogba et Matic. Mais à la fin, on a vu que Mbappé, avec sa vitesse et sa précision, a pu déranger cette défense de Solskjaer. Jouer à 4-4-2 face à 3-4-2-1 pour Tourelle. Je crois que les deux techniciens ont également montré leur savoir-faire. C'est Tourelle qui l'a emporté sur Solskjaer. Je crois que ça a été une prestation, en tout cas, très intéressante pour les Parisiens. Fifi, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo. Nous parlons justement du Paris Saint-Germain. Dans ce match face à United, qui plus est à l'extérieur, où, selon vous, s'est située la différence du club parisien? Sur les côtés, la jeunesse? Il y a bien sûr eu la jeunesse, mais il y avait la jeunesse également du côté de Manchester. Mais il y a aussi l'expérience. Quoi qu'on dise aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, c'est vrai, n'arrive pas à dépasser le cap des quarts de finale en Ligue des Champions. Mais c'est une équipe habituée maintenant à cette Ligue des Champions-là et peut-être qui commence à apprendre de ses erreurs des saisons passées. Donc tout ça, il y a également l'envie. J'ai trouvé une équipe du Paris Saint-Germain avec beaucoup d'envie. Je ne sais pas si c'est l'absence de Neymar et de Cavani qui a galvanisé la troupe comme cela, mais il y avait beaucoup d'envie, il y avait l'expérience et puis comme l'a dit tout à l'heure Roméo, il y avait la touche de Tourelle. Depuis qu'il est arrivé, on voit qu'en Ligue des Champions, il propose quand même quelque chose. Quoi qu'on dise, on a vu face au grand lors de Liverpool par exemple, on a vu une équipe qui a vraiment envie, la hargne de vaincre. Ce PSG a du caractère désormais? Oui, du caractère désormais. Est-ce que même maintenant, est-ce que tout ça peut suffire pour aller chercher le titre cette saison? On verra bien, la suite sera compliquée, mais déjà ce qu'ils ont fait la dernière fois face à Manchester United, c'est louable, c'est intéressant. Et
vous savez, Manchester United a des problèmes depuis le début de la saison. Maintenant, l'arrivée de Solskjaer, avec les résultats qu'on a commencé par voir, on a peut-être oublié les tailles et les problèmes de ce Manchester-là parce qu'il y avait des résultats. Mais dans ce match-là, on a compris que oui, les problèmes sont toujours là. Il y a certains problèmes qui sont toujours là et qu'il faut régler. Maintenant, le match retour, attention. Peut-être on va en parler, mais attention, c'est vrai que c'est à l'extérieur. La dernière fois, c'était à domicile qu'ils avaient gagné et on a vu la remontada. Maintenant, c'est à l'extérieur. Je crois que si le Paris Saint-Germain reste discipliné, pas pouvoir s'en sortir. Pourquoi pas? Franck Lougnama, on va s'intéresser au cas Paul Pogba. La dernière fois, tous les espoirs étaient misés sur lui, mais la dernière fois également, c'est lui qui prend un double carton jaune dans la partie et abandonne ses partenaires à 10. Est-ce que c'est un élément qui a joué en défaveur des Red Devils? Oui, je pense que Pogba n'a pas existé le jour-là. Il y a eu 2 joueurs qui l'ont éteint. Je parlais de Marco Verratti et puis Marquinhos qui l'ont éteint. Il n'a pas existé, il n'a pas fait... Touche Tourelle également? Touche Tourelle, parce que vous allez voir que Marquinhos n'a pas joué à son poste. Dani Alves n'a pas joué à son poste. Et c'est un 4-2-3-1 qui peut rapidement revenir en un 4-3-3. La dernière fois, techniquement, Paris était au-dessus de Manchester United. Il se dit, oui, quand Neymar n'est pas là, oui, l'équipe plonge, l'équipe ne vaut rien. À partir de ce moment-là, c'est des joueurs qui ont décidé finalement de jouer tous ensemble. Oui. Il y a eu un état d'esprit que je n'ai pas souvent vu du côté... Une prise de conscience collective vraiment, du côté du Paris Saint-Germain, qui a permis quand même à ce club. Chacun veut mourir pour l'autre. Et ça qui a fait la différence sur ce match-là. Des joueurs qui étaient décidés à aller au front. Vous prenez juste l'exemple de Marquinhos, qui était sur tous les ballons, qui empêchait toutes, j'allais dire, les relances de Paul Pogba. Donc, à partir de ce moment-là, Manchester, on ne trouvait pas les fusées que sont Rashford, qui sont Martial, qui entre-temps est sorti, est blessé. Donc, le jeu de Manchester, c'est quand Pogba va bien, quand Rashford arrive à avoir des ballons derrière ou bien dans le dos de la défense adverse, ce qui n'a pas été le cas la dernière fois. Donc, c'est une victoire collective à l'arrivée pour le Paris Saint-Germain et je pense que Manchester est out. Ezekiel, est-ce qu'on peut parler d'un réalisme parisien face à cette équipe de United? On peut parler de réalisme parisien, mais on va parler de réalisme parce que d'abord, tactiquement, le Paris Saint-Germain était en place. C'est ce que le Paris Saint-Germain voulait, qu'il a réalisé dans ce match. Donc c'est une victoire, c'est vrai, à mettre à l'actif des joueurs, mais aussi à l'actif de Tourelle, qui tactiquement a réussi à profiter des ressources de cette équipe. On le disait depuis toujours que le PSG a des ressources, mais des fois sur le terrain, le PSG a du mal à s'exprimer. Mais la dernière fois, je pense même que l'absence de Neymar leur a fait du bien. A fait du bien à cette équipe. Vous pensez sincèrement? Oui, parce que, pourquoi? C'est une équipe qui a joué plus collectif que d'habitude. Mais avec Neymar, on compte plus sur les exploits individuels de Neymar. Et c'est ce qui, par moment, finit par rouiller la machine. Mais la dernière fois, c'est collectivement que le PSG s'est imposé. On a vu des attaquants faire un travail défensif énorme dans ce match-là. On ne voulait rien passer. Le PSG... Mais le Paris Saint-Germain a également souffert parce que si vous prenez le cas Kylian Mbappé, c'est à la 25e minute qu'il a eu sa première occasion, sa première touche de balle. Oui, je pense qu'à la fin, les Parisiens te diront ce n'est pas grave parce que d'abord, on ne veut pas perdre ce match et dans l'état d'esprit, ils étaient dans leur match, ils ont défendu d'abord avant de chercher à marquer. À la fin, le Manchester United n'a eu qu'un petit tir cadré sur les 90 minutes. Donc je pense que c'est mission accomplie pour les Parisiens qui sont arrivés à contenir cette équipe. Donc on dira que le PSG a rêvé grand. Ça c'est une bonne finition. Alors Armel, est-ce que vous êtes déçu par cette équipe de United dans la production du jeu quand on sait qu'en Première Ligue, ils ont aligné pratiquement 10 matchs sans défaite? Non, je ne suis pas déçu parce qu'on a dit c'est une équipe lors des premiers instants a semblé véritablement déranger le PSG. Par contre, j'ai été déçu par l'immobilisme même d'Ole Gunnar Solskjaer. Ezekiel en parlait, Franck aussi. Il y a eu cette bataille tactique
que Tuchel a remporté. Maintenant, en aucun moment du match, on a senti le Norvégien vouloir trouver une solution lorsque Pogba a été muselé. Moi, j'ai eu l'impression de revivre une France-Allemagne lors de la Coupe du Monde 2014, où justement, lorsque Joachim Löw a muselé Pogba, la France a perdu son match. Donc, à ce moment-là, il fallait trouver quelque chose, il fallait sortir. Vous pensez qu'il est déjà limité là, à partir de ce match? Oui, en tout cas, sur ce match, il a montré que tactiquement, il était limité. Parce que lorsque son homme fort, son meneur de jeu, sa boussole a été tout simplement muselée, il n'a jamais trouvé la solution. Et c'est sur ce point-là que le PSG a remporté le match. Et donc, voilà, on peut dire que déçu, oui. Parce qu'un entraîneur, c'est aussi ça. Lorsque, dans les moments difficiles, vous semblez votre équipe tactiquement accablée, il faut sortir quelque chose pour la soulager. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain remporte la manche aller. Ah oui, on attend le match retour à partir du 6 mars prochain. On va s'intéresser rapidement, 30 secondes, parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. On a oublié de parler de Di Maria, qui a également fait un très grand match. Bon, justement, il a délivré quoi? 2 passes décisives, non? Une revanche pour lui, c'est ça? On parle de revanche, mais c'était quand même un grand match. Di Maria. On va parler de l'AS Roma, oui, qui a pris le dessus sur cette formation de Porto, 2-1, avec un jeune joueur qui s'appelle quoi? Nicolo Zaniolo, très jeune joueur de l'équipe de Giallorossi. Ouais, c'est bien, la Roma a gagné 2-1, mais l'équipe italienne n'est pas encore à l'abri. Parce que les Portugais, avec ce petit but inscrit à l'extérieur, ça compte beaucoup. Je pense que Porto, c'est l'un des clubs qui arrive toujours à progresser. Avec Iker Casillas dans les perches. Donc, vous savez, toute l'expérience de ce gardien de but. C'est très bien pour les Portugais, au moins d'avoir marqué un but dans ce match. Je crois que les Romains peut-être vont regretter d'avoir encaissé ce but parce qu'ils menaient 2-0. Franck Mounyama, ce Zaniolo, justement, j'en suis finalement parvenu. Vous pensez que c'est le futur Francesco Totti? Bon, c'est ce qu'on dit en Italie. Ce serait trop tôt de pouvoir le mettre sur les nuages. Je pense qu'il faut lui donner le temps de s'exprimer. 18-19 ans. 18-19 ans, il n'a rien prouvé pour le moment. C'est vrai que Totti a joué jusqu'à 40 ans. Donc il lui reste 22 ans de carrière. Donc sur ce match, il a été efficace. Il était là au bon moment, au bon endroit. Et il a marqué 2 buts pour soulager quand même l'AS Roma. Je pense que c'est pratiquement une autre équipe de l'AS Roma qu'on voit en Ligue des Champions quand on fait la comparaison avec le Calcio. C'est ça. Donc je pense que c'est un bon match pour eux maintenant. Porto, c'est un club qui n'a rien perdu lors des phases de poule. Et la dernière fois, s'est incliné petitement, on peut le dire. Donc, ce qui veut dire que le match retour s'annonce compliqué pour les Italiens. En tout cas, très ouvert. Fifi Asogbabi, restez avec nous, s'il vous plaît. On va parler de ce match. Oui, on a tous vu que ce serait un match très ouvert entre Tottenham et Dortmund. Sauf que ce sont les Spurs qui l'ont emporté 3-1. Surprise de la façon de Dortmund qui n'a même pas inscrit le moindre but dans ce match. C'est compliqué parce qu'on voyait un match ouvert, comme tu viens de le dire, entre Tottenham et Dortmund. Et puis quand on prend aujourd'hui la saison de Dortmund, on se dit que c'est possible que Dortmund fasse quelque chose dans cette rencontre. Mais maintenant, Dortmund n'a su rien proposer durant toute la rencontre. Est-ce que... c'est quoi? C'est le niveau européen qui dérange parce qu'en Allemagne, Dortmund mène la danse et est dans les meilleurs coups. C'est compliqué, c'est la Ligue des Champions et la Ligue des Champions, ce n'est pas donné à tout le monde. Maintenant, on attendait mieux de Dortmund quand même dans cette rencontre-là. Mais c'est une belle option prise par Tottenham pour la suite de la Ézéchiel, sur cette défaite, entre guillemets, des Borussen, 3-0, sans Harry Kane du côté de Tottenham. Oui, ni Dele Alli. On pouvait s'attendre à une défaite de Dortmund, mais 3-0, je pense que c'est cher payé. Et là, ça va être dur pour la phase retour. Mais je pense qu'à un moment donné, les Allemands voulaient juste marquer ce but-là à l'extérieur qui pouvait les soulager au retour. Malheureusement, ce but n'est jamais arrivé. Et au contraire, ils ont encore encaissé derrière. Et là, ça fait très 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 mal. 3-0, je ne sais pas, peut-être les Allemands ont 10% de chance pour passer au prochain tour. Donc là, ça complique véritablement les affaires. Oui, on le disait, ce serait un match ouvert. Mais un match ouvert pour qu'une des équipes encaisse 3 buts, on ne le pensait pas. Mais c'est aussi ça le football. Et comme on le dit, on pouvait jouer ce match
et ça ne donnerait pas forcément le même résultat. Exactement. Voilà, donc je pense que à un moment donné... Marco Reus les a manqué? Oui, il a manqué forcément. On sait que c'est l'un des hommes forts. L'un des meilleurs buteurs du club. L'un des meilleurs buteurs et aussi celui qui a plus d'expérience, qui insuffle cette rage à ses coéquipiers. Malheureusement, il n'était pas là. Mais derrière, je pense qu'il y a aussi eu une petite erreur tactique. Oui. Peut-être pourquoi ne pas limiter les dégâts et jouer ce match retour à domicile. On se rappelle de ce but de Son, hein, la défense complètement aux abois, alors que c'est ce but-là qui complique justement les affaires pour les Allemands. Voilà, c'est aussi ça le football. Quand on se trompe tactiquement, on le paie cher. On le paie cher. Oui, rapidement, oui. Il y a eu l'absence de Marco Reus et puis de Paco Alcacer, les deux hommes forts. Mais il y a eu surtout le show Hugo Lloris, parce qu'en première mi-temps, le match n'avait pas le même visage. Oui, tout à fait. C'est en deuxième mi-temps. Oui, voilà. Première mi-temps 0-0. À la pause. Lloris s'est imposé face à Pulisic dès l'année. Voilà, c'est Lloris qui a maintenu cette équipe de Tottenham en vie en première mi-temps. Ça veut dire que c'est une équipe qui peut-être aussi ne sait pas jouer les secondes périodes. Voilà. Donc il va falloir changer ça. Mais moi je pense quand même qu'il y a un match encore à aller négocier. N'est-ce pas? Même si 3-0 c'est une large avance que Tottenham a prise, quand même le Borussia au Signal Iduna Park, ça va être chaud, ça peut rapidement revenir à 2-0, pourquoi pas. Et surtout si jamais on enregistre les retours de Reus et puis de Paco Alcacer. Oui, Franck, allez-y. Je suis d'accord sur la première partie de l'intervention de lors de la première partie, il y a eu des situations, il y a eu des occasions pour les jaunes et noirs. Ils n'ont pas su concrétiser parce qu'il y avait un grand Hugo Lloris le jour-là et parce qu'ils étaient peut-être inefficaces, ils étaient dans la précipitation. Maintenant, dans la deuxième partie, il y a eu le football anglais qui s'est imposé lorsque vous voyez un peu les deux buts par exemple, des centres et quelqu'un vient couper rapidement. Vertonghen était en forme, il a été passeur, il a été buteur. Donc, je pense que la différence est faite à ce niveau. Vous voyez un peu le but de Min-Son. Le centre parfaitement glissé dans le dos de la défense. On saute, on rate le ballon. Il est là pour ajuster. Donc, je pense que la différence est faite un peu à ce niveau-là. En tout cas, c'est Lucien Favre qui doit nourrir déjà des regrets. Mais, comme on le dit, ce n'est que la manche allée. Le retour, c'est bientôt. La deuxième partie, j'oubliais. Il y aura pas mal. D'accord. Il y a pas mal. Vous pensez Dortmund non, c'est possible. Pour une fois, vous êtes au frange. Dortmund est à domicile. Oui. Ça peut aller très vite au Signal. C'est une avocate. C'est le quatrième match sans victoire, toute compétition. Ça laisse des traces, c'est ça? Simplement qu'il y a un petit souci. Finalement, cette défaite peut leur faire du bien. En tout cas, moi, je crois que c'est mieux. Cette défaite peut leur faire du bien. Et se concentrer sur le championnat parce qu'il y a le Bayern qui revient très très C'est fort. pourquoi Dortmund ne sera pas le Bayern. Dans le micro, s'il vous plaît. C'est pourquoi Dortmund ne sera pas le Bayern de Munich. Et nous parlons de notre match également qui a séduit plus d'un. La dernière fois, c'était l'Ajax d'Amsterdam face au triple tenant du titre, le Real Madrid. Romero, une équipe de l'Ajax qui a certes bien joué, mais le réalisme madrilène a payé finalement. C'est l'expérience qui a gagné. Quand vous jouez contre le Real Madrid, quand on ne cible pas la fin, rien n'est encore fait. J'ai vu une équipe madrilène qui a souffert, qui était obligée de défendre face à une très jeune équipe de Ajax qui a été agressive sur le plan, enfin positivement bien sûr. Première mi-temps, 0 but partout. En seconde mi-temps, on a vu ce Real qui a sorti quelque chose de sa poche, je sais pas trop, un tour de comme magie, un grand quoi. Comme un magie. Et Benzema qui marque à l'heure de jeu. Et puis juste derrière l'égalisation de l'Ajax, le match s'est équilibré après Asensio qui marque le but de la victoire. Là, le Real a joué comme un grand et il a remporté ce match. Je crois que c'est bien pour le Real. Ça fait mal de voir l'Ajax perdre ce match, mais vous savez, l'expérience aussi a joué. Ça fait 13 ans que l'Ajax n'est plus arrivé à ce niveau de la compétition. Donc le Real a tout simplement mérité sa victoire. Fifi, victoire méritée, mais au même moment, il y a ce but polémique avec cette VAR qui décide finalement comme quoi il y a eu une charge sur Thibaut Courtois. Vous pensez que
c'était vraiment à annuler ce but? Moi, quand on a annulé le but, je me suis posé la question, est-ce que c'était un hors-jeu ou c'était une charge sur Thibaut Courtois? Parce qu'au moment où il y avait la tête, oui, on a vu qu'il y avait quand même un joueur d'Ajax à côté de Thibaut Courtois. Maintenant, est-ce qu'il y avait charge? Bon, selon vous? Selon moi, franchement, je voyais un but quand même. Voilà. J'ai vu un but quand même. Maintenant, je ne décide pas et les arbitres ont leur manière de voir les charges. Oui. Donc là, je crois que l'arbitre étant le maître du jeu, moi je dis toujours à ses raisons. Maintenant, quand je veux revenir au match, moi j'ai eu très mal pour l'Ajax parce que le match livré par ces jeunes-là, depuis le début jusqu'à la fin de la partie, il méritait. C'est le meilleur match des huitièmes pour l'instant, pour le moment, parce qu'il y a une autre manche qui vient mardi et mercredi prochain. Pour le moment, il y avait beaucoup de vivacité de la part de ces jeunes. On sentait qu'il n'y a pas que le joueur recruté par De Jong. oui. Il n'y avait pas que De Jong. Il y avait tous les Ziyech. Voilà, quand on parlait d'Ajax, on pensait tout le temps à De Jong, mais quand tu vois le match, on n'a pas l'habitude de suivre peut-être l'Ajax jouer, mais quand tu vois le match, ce sont des jeunes très très talentueux avec beaucoup de vivacité. Maintenant, ils sont un peu naïfs, surtout devant le but. Ils ont eu plein d'occasions. À 20 mètres, à 30 mètres, ils se mélangeaient avec les pédales. C'est la jeunesse également. Et ils n'ont pas assez d'expérience et on a vu que le Real avec beaucoup d'expérience a réussi quand on a des joueurs comme Vinicius, regardez, et quand on a des joueurs comme Benzema et puis Asensio, on peut quand même dans ces matchs-là trouver la solution. Ezekiel, oui, votre avis sur ce but refusé pour l'Ajax, parce que ça a fait polémique, parce que juste à la fin de ce match, on a vu l'UEFA qui a tweeté en parlant d'une charge et en même temps d'une faute. Comment vous interprétez tout ça? Sincèrement parlant, c'est le premier but refusé par la VAR en Ligue européenne des champions. Et c'est un but polémique. Je ne sais pas, il y en a qui sont d'accord, qui pensent qu'il n'y a pas but, et d'autres qui pensent qu'il y a but. Voilà, donc finalement la VAR ne nous met, c'est pas à l'unanimité. Ça commence mal là pour la VAR. C'est la star de ce match, c'est la VAR. Mais bon, pour moi, je pense quand même qu'il n'y a pas vraiment eu charge sur Thibaut Courtois. Il y a but, mais bon, voilà, l'arbitre... Et Tadic n'était pas hors jeu non plus. Voilà. Donc l'arbitre en a décidé autrement. Et je pense que c'est même le tournant de ce match, parce qu'à 1-0, on aurait assisté à un tout autre match. Mais je tire quand même chapeau à cette équipe d'Ajax. On a vu deux jeunes néerlandais épatants, sincèrement. Je l'avais dit que c'est le meilleur football de cette Ligue des Champions. Et pour une fois, ils l'ont encore prouvé. On a vu des Merengues obligés de défendre et de procéder par contre. Voilà, Sergio Ramos qui était partout sur le terrain, parce que là, ça devenait très compliqué pour le Real Madrid. La demeure, le Real était malmené véritablement dans ce match. Donc je crois que l'Ajax a joué, les jeunes n'ont rien à se reprocher. Maintenant, devant les buts, je pense qu'il faut simplement faire preuve de réalisme, ce que le Real a fait pour gagner ce match. Mais je dis qu'il y a toujours match. Au match retour au Santiago Bernabéu. Oui, c'est une victoire à l'extérieur, certes, mais ces jeunes-là peuvent toujours surprendre. Ce qui est sûr, ils ne vont pas changer leur philosophie de jeu, que ce soit chez le Real ou chez eux à la maison. Le Bayern, on sait quelque chose. Oui, tout à fait. Je crois qu'on aura match à Santiago Bernabéu. Franck, votre avis? Oui, je pense que c'est vraiment difficile, compliqué pour les jeunes néerlandais. Ils avaient tout pour gagner ce match. Ils avaient de l'insolence, il y avait du talent, il y avait la volonté, la détermination. Ils ont étouffé le Real Madrid sur tout le match. On voyait le Real qui ne pouvait pas aligner deux passes. Ça veut dire qu'il y avait en face quand même un bloc qui défend en même temps et qui attaque en même temps. Le football total. J'ai été vraiment admiratif par rapport à ce football. C'était vraiment intéressant. Donc le Real a gagné sur la maturité, sur l'expérience, sur l'habitude. En témoigne ce magnifique but de Karim Benzema en pleine lunette. Et puis derrière Vasquez, donc c'est tout ce qu'on peut dire. Sinon, les Néerlandais méritaient aussi quand même de gagner ce match-là. Armel, le duo Vinicius-Benzema, on dirait que c'est la trouvaille
de Solari. Oui, justement, Benzema qui a été longtemps le lieutenant de Cristiano. Et il prend désormais le titre de remplaçant Bien de sûr, Cristiano bien Ronaldo. sûr. Il peut assumer ce rôle? Oui, il peut l'assumer. On l'avait déjà vu dans une équipe comme l'Olympique lyonnais, D'accord. où il n'y avait pas de grande star à côté, il était le patron. mais il était le patron. Donc voilà, maintenant c'est Benzema aux commandes. D'accord. Et puis, Ça lui fait 60 buts en Ligue des Champions. Et maintenant Vinicius qui devient le Benzema que Benzema lui a été pour Cristiano. Donc Vinicius quand même en début de saison, quand Solari voulait à tout prix mettre ce joueur-là, je me posais la question, quel talent pour faire partir Isco sur le banc? Eh bien je l'ai découvert, la dernière fois. C'est un gamin très insolent. Voilà, ça pardonne pas. Et puis il a une lecture de jeu très il va très vite également. Très vite également. Tant de qualité, on ne peut que jouer au Real avec ça. En tout cas, on va suivre. Oui, allez-y. On va justement, on va enchaîner. Allez-y. Parce que sa situation, elle est quand même assez bizarre. Il a pris exprès ce carton jaune pour éviter. Non, il a dit. Roméo, allez-y. Il a fait exprès pour rater le match retour. Pour ne pas. Bon, pour jouer les cartons jaunes, parce qu'il y avait déjà un carton jaune qui pesait sur lui. Donc il a sciemment coupé de ce carton jaune pour rater le match retour au lieu de rater les quarts de finale. Et en 2010, déjà, avec toujours cette équipe du Real Madrid, c'est José Mourinho qui avait intimé l'ordre à Xabi Alonso, un autre joueur, de prendre un deuxième carton jaune dans un match. C'est Pépé, je crois. Je crois que c'est ça. Et pour éviter de jouer le manche retour, être qualifié pour les quarts de finale. Vous voyez comment les joueurs sont fous. Oui, mais ces choses-là, surtout quand il déclare, je crois qu'il doit être sanctionné. Il a déclaré en zone mixte. Oui, il doit être sanctionné parce que ça... Et l'UEFA qui a ouvert une enquête. Voilà, donc, parce que ça fausse même les jeux de fair play ou des matchs. Ramos, pour vous, est un joueur fair play? Non, il n'a jamais été. Merci de sa déclaration fair play. Mais je trouve quand même sa déclaration fair play. Oui, mais moi, je voulais juste ajouter un petit mot sur le travail qui se fait au niveau des centres de formation qui paient. Parlant de l'Ajax, on se rappelle, on a l'impression de voir cette équipe d'Ajax de 90 avec les Finidi, Kanou et autres. Donc je crois que tout doucement cette équipe revient grâce au travail qui se fait à la base. Donc il faut forcément prendre exemple sur ces équipes-là qui ne dépensent forcément pas des millions pour recruter, mais ces équipes qui font confiance au travail à la base au niveau des centres de formation. Oui, mais le problème c'est que Ajax risque de perdre tous ces joueurs parce que les joueurs qui ont joué la dernière fois, ça c'est vrai. Dès la saison prochaine, seront derrière. Ça va faire encore de retrouver l'Ajax. Quelle est la politique du club? Toute la question est là. Il faut former pour les téléspectateurs ont envie de voir du football, de voir le club évoluer. Ils vont aller jouer ça. On se rappelle qu'il y avait une génération de joueurs qui avaient remporté la Ligue des Champions avec les Célestine Babayaro, les Patrick Kluivert, Marco Vermars. Voilà qui est dit. On va terminer pour en ce qui concerne la Ligue des Champions. On va écouter le générique PFE et nous parlons de la Ligue Europa. Nous enchaînons avec la Ligue Europa. Armel hier, Rennes qui rate le cochon, mené 2-0. Rennes qui menait 2-0, 3-1, 3-2, finalement rattrapé 3 buts partout. On doit avoir beaucoup de regrets ce matin. Oui, beaucoup de regrets. Je pense que cette équipe de Rennes, ça fait longtemps qu'elle ne joue plus, enfin qu'elle n'est pas européenne. Maintenant, cette année, c'était déjà l'espoir de sortir des phases de groupe. Voilà, la seule satisfaction peut-être, c'est permettre à l'indice UEFA pour la France d'augmenter. Voilà, à part ça, véritable regret. Et on se demande toujours l'importance que les clubs français accordent à ces compétitions-là. Même si la saison passée, l'OM est arrivé en finale, on sent véritablement que c'est des clubs qui ne jouent pas à fond cette compétition, en tout cas qui n'affichent pas une ambition d'aller la remporter. Sinon, on ne peut pas se permettre de venir à 3-3 quand on sait qu'on a tout le temps mené dans cette partie. Et surtout que le match retour, aïe aïe aïe, au Benito Villamarine va s'annoncer compliqué. Je pense que Rennes ne s'est pas fait volontairement rattraper, mais c'est que physiquement, les joueurs étaient à bout. Oui, ils étaient limités. Vers la fin du match, on a vu des joueurs essoufflés. Mais on peut mettre le bus devant, Ezekiel, c'est une tactique qui marche finalement. On mettait la pression. Le bus, il faut savoir le faire aussi.
Il faut avoir le Julien- Julien Stéphane, c'est- il faut avoir le Il faut avoir Mais c'est Betis, ça. Ah oui. Au départ, C'est- contre le Barça. Justement, Donc, des joueurs comme Lo c'est Celso une équipe, qui sont... qui a de la valeur. Voilà, justement, vous en savez quelque chose. Le FC Séville qui a gagné petitement 1-0 face à la Lazio. On s'attendait à beaucoup de buts dans cette partie. Fifi, ça n'a pas été le cas. Hein. Oui, c'était le match et ça s'est passé comme ça. Il n'y a pas eu beaucoup de buts. L'essentiel, c'est d'avoir les 3 points en attendant À l'extérieur, justement. Et garder les chances de qualification à domicile. Donc, c'était le plus important. En tout cas, les Andalous qui ont Ben tellement Yedder qui a d'expérience. encore parlé, hein. Ah Il oui, est en ce forme. joueur, Ce joueur, il est en forme. Il Et donne nous une parlons victoire précieuse. du Napoli qui s'est imposé 3-1 face au FC Zurich, qui plus est en déplacement. Ézéchiel. Oui, quand même un écart de niveau entre ces deux clubs et Oui. le Napoli a tout simplement confirmé sa suprématie sur l'FC Zurich. C'est ça. Une victoire 3-1 en déplacement, oui, c'est mérité pour ce club-là qui a d'ailleurs dominé ce match. Donc voilà, une victoire logique. Chelsea, Franck, qui s'impose 2-1 face à Malmö. Bon, il fallait le fallait, faire. Hein. Après avoir pris 6 au championnat, il fallait se donner un peu d'air. Ils ont réussi, les Blues, à le faire face à qui Malmö, ce n'est aucune référence. Exact. Donc, je pense que s'ils ne gagnaient pas, on pouvait les condamner. Ils ont fait le minimum de 0. Et je pense que c'est tout ce qu'on leur demandait, en tout cas. Et Bate Borisov qui épingle Arsenal. Aïe, 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 la tuile. C'est une équipe qu'on sous-estime, mais à domicile, elle est redoutable. impitoyable, oui, redoutable, portée surtout par son public. Ouais. Le Barça, le Bayern En savent sacré, quelque chose, exactement. Ce n'est pas Arsenal qui sera surpris. Oui, mais ça a été une soirée cauchemardesque pour Arsenal, Arsenal, qui d'abord perd 1-0, Voilà. un carton rouge pour la Casette qui donne un coup de coude violent à Aïe, aïe, aïe. un adversaire. C'est pas quand même fréquent pour lui, hein, Oui, ce genre de les- choses. Les Ouais, joueurs il est de un peu- Unai Emery ont sombré dans ce match et ça fait quand Complètement. même la 3e défaite en déplacement sur les 4 derniers matchs Aïe, aïe, pour aïe. Arsenal. Pour Arsenal et Ça va pendant pas. ce temps en championnat, ça ne va pas également bien. Oui. Ah oui, hein. les joueurs n'ont pas été très très bons. On va parler d'autres résultats. Il y a le Benfica qui s'impose en déplacement 2-1 sur la pelouse de Galatasaray. Victoire étriquée de l'Inter Milan 1-0 face au Rapid Vienne. Et puis la formation de l'Eintracht Francfort qui réalise un 2 buts partout sur la pelouse du Shakhtar Donetsk. Je pense que c'est un bon résultat quand même pour les Allemands. Fini pour les coupes européennes. Nous ouvrons la fenêtre des majeurs. English Premier League News. Le championnat d'Angleterre, le championnat le plus médiatisé sur la planète. On Oui. parle de ce choc entre Reds, je vais parler de United, Diable Rouge, Oui. face aux Reds de Liverpool. Voilà, il n'y a que le mot est ville qui Voilà. sépare Red Devils pour Ce Manchester sont deux villes très United. proches quand même. Hein. Très très proche. C'est le vrai derby même d'Angleterre. On se D'accord. prend souvent, il y a Arsenal, Chelsea et autres, mais le vrai derby c'est Manchester contre Liverpool. Et ce sont bien sûr les coéquipiers de Paul Pogba qui reçoivent Mohamed Salah. Et consorts. Armel, ces Oui. deux clubs pèsent en tout 38 trophées de Première Ligue. Oui. 20 pour Manchester United et 18 pour Liverpool. Et 18 pour Liverpool, seulement le 18e titre date déjà. Non, n'allez pas en profondeur, c'est bon. C'est pas Parlons lié. du match. Pour le match, il faut dire que c'est le premier ex-aequo Oui. qui se déplace sur la pelouse de l'actuel 4e. D'accord. Voilà, la question est de savoir comment est-ce que Manchester United va réagir après la déconvenue en milieu de semaine face au PSG. Roméo, rapidement votre avis sur ce derby of England. Je pense que c'est un match décisif pour les deux clubs parce Oui. que Liverpool, maintenant sérieusement concurrencé par Manchester City, une défaite n'arrangerait pas les Reds. Maintenant, Manchester United, avec cette bonne dynamique, va vouloir rester sur cette lancée pour ne serait-ce avoir une place européenne la saison à venir. Ça va être un match certes difficile, mais je crois que les Red Devils vont beaucoup plus mouiller le maillot que les Reds. Ah parce oui. qu'après avoir perdu face au Paris Saint-Germain, Oui, tout à fait. il faut se relever. Il faut se au même moment, ça va servir également de préparation pour Liverpool en vue du match en Ligue des Champions la semaine Bayern. à venir. Les autres matchs pour cette quelle journée déjà 23e journée. Allons-y. Voilà, il y a West Ham Fulham pour notre compatriote. Tottenham se rend chez Burnley. On peut également parler de Leicester qui accueille Crystal Palace. Oui. Chelsea Brighton, c'est un match reporté. Voilà,
Voilà, et donc ces quelques-là les affiches. Je n'ai pas pour City, voilà. Il semble qu'ils jouent en finale de Cup, non? FA Cup, c'est ça? Oui. Ou c'est pas ce week-end? Non, c'est pas ce week-end. De toute façon, si je donne, voilà, c'est mieux comme ça. De toute façon, ils vont se reposer. Je suis sincère. Histoire. Et on va terminer en disant ceci parce que de toute façon, il y a eu un bel hommage rendu à Emiliano Sala sur toutes les pelouses de championnat et surtout au niveau même de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Je pense que c'est très bien fait de la part des institutions européennes. Le frein et direction. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, buena la que recibe de Casemiro, maga la primera, gol. Seigneur Yetor, la Liga espagnole. 24e journée qui s'ouvre ce soir avec un match. Getafe se déplacer à Eibar. Celta Vigo, le match de samedi bien sûr, reçoit Levante. Le Rayo Vallecano joue contre Atlético Madrid. La Real Sociedad a rendez-vous avec Leganés. Le Football Club Barcelone joue contre Real Valladolid. Dimanche, le Real Madrid va en coupe, joue contre Girona, à domicile bien sûr. Valence reçoit Espanyol Barcelone. Le FC Séville se déplace chez Villarreal. Le Betis joue contre Alaves. Et cette 24e journée prend fin lundi avec le match Huesca Athletic Bilbao. Des nouvelles de Lionel Messi, comment va-t-il? Ouais, ça va mieux. Ça va mieux? Oui. Il sera dans le groupe pour jouer ce match là? Bien sûr. C'est bien noté. Fini pour la Liga. Et cette fois-ci... Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Nous nous intéressons au championnat le plus sain financièrement en Europe, la Bundesliga. Oui, et c'est la 22e journée qui commence déjà aujourd'hui avec le match déséquilibré entre Augsbourg et le Bayern de Munich. C'est une opposition entre le 2e et le 15e au classement. On verra bien ce que ça a donné. Demain, il y aura ce match entre Stuttgart et Leipzig, 4e et 16e. Là aussi, c'est déséquilibré, mais ça va se jouer en tout cas. Schalke reçoit Fribourg. D'autres matchs sont prévus ce samedi au Fenheim Hanovre. Wolfsburg qui reçoit Mayence, Hertha Berlin joue contre Werder Bremen et dimanche il y aura deux matchs, Francfort qui joue contre le Borussia Mönchengladbach et le Leverkusen qui reçoit Düsseldorf et puis la fin de cette 22e journée c'est lundi et ce match est totalement déséquilibré, le Borussia Dortmund qui va chercher certainement une victoire sur les installations de Nuremberg, le dernier. Le duel des extrêmes, ça devrait normalement passer. Le mauvais élève de la classe. Et puis en semaine on a appris cette bonne nouvelle pour le championnat allemand. Oh, que de bons bilans financiers. Un revenu de plus de 4 milliards d'euros. C'est comme chaque année, vous l'avez dit, c'est le championnat le plus sain. On ne fait pas de folie financièrement. Vous voulez faire la conversion en francs CFA? Non, c'est une compétition vraiment solide financièrement et chaque fois en Europe, je crois que l'Allemagne, la Bundesliga est le bon exemple. Ils continuent sur, ce chemin. Je pense que c'est un exemple à copier. En tout cas, tout est sain du côté de ce championnat allemand. Ah oui, un bel exemple au niveau de l'Europe. Cette fois-ci, la prochaine étape, Pélagie? Tutto Calcio Italia. Alors, Ézéchiel, ça n'arrive pas tous les jours, mais il semble que la Juventus joue déjà ce soir son match de championnat. Oui, la Juve joue en semaine la Ligue européenne des champions, donc voilà, il faut avoir quelques jours de repos avant de jouer ce match. Donc la Juve joue ce soir même face à Frosinone, la Juve qui accueille donc, et le reste des matchs, il y a deux matchs demain samedi. Cagliari accueille Parme, et puis le gros match de cette 24e journée, ce sera entre l'Atalanta Bergame, 5e au classement, et le Milan, c'est 4e. C'est le duel de buteurs également entre Zapata et Piatek. Il faut rappeler que c'est le 4e face au 5e, donc un seul point sépare ces deux équipes. C'est le gros match de cette 24e journée. Et les matchs à suivre dimanche, Spal Ferrara accueille Fiorentina, la Lazio se déplace sur le terrain du Genoa, le Chievo Vérone, le dernier de ce classement, sera à Udine, face à Udinese. Empoli reçoit Sassuolo, et puis l'Inter Milan accueille la Sampdoria de Gênes. Et on sait que on va parler de Mauro cette information. Icardi, le torchon brûle véritablement entre l'Argentin et son club.
il y a Capitana retiré. Oui, on lui a retiré le brassard de capitaine. Ah oui, ça nous rappelle une histoire. Il n'était pas convoqué. Il n'était pas convoqué hier pour la C3. Il était absent du groupe, il n'était pas convoqué. C'est le nouveau capitaine maintenant, c'est Samir Handanovic. Voilà, on rappelle qu'il était... Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est toujours pour la prolongation de son contrat. Oui, il veut partir, il veut aller voir ailleurs. On l'annonce du côté de la Juve. Donc le club qui veut le prolonger, il ne veut pas. Et déjà les supporters qui ne sont pas d'accord. On rappelle qu'il est quand même capitaine de l'Inter depuis la saison 2015-2016. Ça fait quand même... C'est beaucoup quand même. Donc pour le capitaine de ce club-là, décider... On ne doit pas lui manquer de respect, n'est-ce pas? Ah oui, et comment Donc voilà, c'est le gros problème aujourd'hui au niveau de l'Inter. Un bras de fer bien engagé. Oui, c'est le feuilleton, de cette semaine ou de ces derniers jours. Va-t-il partir ou non? Le bras de fer est engagé. Donc je sais que forcément le club sera obligé à un moment donné de le laisser partir. Oui, comme il part à la Juve, ça va ramener quelques millions d'euros à l'Inter qui va s'offrir un autre attaquant. Maintenant, quel attaquant? La question reste posée. La question reste posée, mais le bras de fer est engagé, c'est l'évidence. Et puis, on parlera également de ce match entre le Napoli et Torino. Ah oui, attention au Napoli, hein, oui, parce que là, c'est un match piège. Je pense même que le Napoli est bien loin devant l'Inter qui est 3e. Oui. Donc, le Napoli a des envies d'Europe. Donc le Napoli va se concentrer forcément sur cette Ligue Europa. C'est ce qui se dit quand même du côté de Naples. Et puisque à la fin, quoi qu'il arrive, le Napoli finira au pire des cas 3e. Donc qualifié directement pour la Ligue des Champions. Donc il faut se concentrer sur cette Ligue Europa. Exactement. Et en clôture de cette 24e journée, il y aura l'AS Rome qui reçoit Bologne le lundi. D'accord. Merci beaucoup, Ezekiel Ayataï. Direction le pays des talents. Le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Sa Majesté Fifi Assobavi, nous parlons de quoi? La 25e journée, c'est ça? 25e journée. De Ligue Conforama. Allons-y. Et le choc de cette journée va opposer le Saint-Etienne au Paris Saint-Germain. Ce sera le dimanche en clôture de cette 25e journée. Oui, le chaudron. Il sera face à Mbappé et consorts. Vous pensez que les Verts peuvent le faire? Surtout qu'ils ont gagné récemment. Ils peuvent faire douter le Paris Saint-Germain. Pourquoi pas? Mais avec beaucoup d'envie parce qu'on les a vus dans le match face à Lyon, c'était à domicile. Ils ont perdu. Après avoir mené, finalement, à la dernière minute, ils ont perdu à domicile. Donc, ils doivent être concentrés jusqu'à la fin. Mais ils peuvent, déjà avec la chaleur de ce stade-là. Je crois que Saint-Etienne et tout ce qui monte cette saison, avec un Wabi Kazri en feu, je pense qu'il peut faire douter quand même le Paris Saint-Germain. Voilà qui est dit. Les autres matchs de cette 25e journée? Ce soir, Nîmes reçoit Dijon, Lyon reçoit Guingamp, Lyon qui doit se ressaisir. On a vu Lyon la semaine dernière, c'était face à Nice. On disait ici que ce serait un match plutôt facile pour Lyon, mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Mais c'est face à Guingamp et Guingamp, c'est le dernier placement à domicile. Ça devrait passer. Marseille, des nouvelles de Marseille? Marseille reçoit Amiens. Bon, ça aussi... Match à huis clos. Ah oui, justement. Non, huis clos, c'est fini. C'est fini, c'était un seul match. C'était un seul match finalement décidé. Et là, c'est une défaite, c'est ça? Programmée. En principe, ça doit passer. Avec Balotelli, qui est déjà à 2 buts, en forme. Oui, mais finalement, comme on se dit que le problème de l'OM maintenant sont les supporters, ils vont revenir, qu'est-ce que ça va donner? On attend de voir. Ils aussi sont restés à la maison. La dernière fois, ils ont compris. On l'espère bien, on l'espère bien. Angers joue Nice, Monaco, Nantes. Justement, on va épiloguer un tout petit peu là-dessus. Vadim Vassiliev qui prend la porte. Vous êtes surprise par cette nouvelle? Surprise du timing parce qu'on ne s'attendait pas à ce moment. Mais à un moment donné, vu tout ce qui se passe au niveau de Monaco, il est indécis par rapport à la gestion même de l'effectif, à la gestion des joueurs. On savait qu'à un moment donné, ça allait arriver. Maintenant, sur le coup, on ne s'attendait pas à ce moment. Comme le cas Thierry Henry, et puis franchement, cette équipe de Monaco, on n'est pas du tout sorti de l'ornière. Oui, mais sur ces derniers mois, je pense que
Vassiliev, il a fait C'est pas un peu trop, là? Il a fait du n'importe quoi, il faut le reconnaître quand même, avec le cas Thierry Henry, Jardim qui revient. Voilà. Il avait remercié Jardim, mais le problème, est-ce que c'était Jardim à l'époque? Il faut d'abord voir l'effectif que Monaco avait avant d'avoir ses défaites. Mais je pense qu'il n'avait pas fait cette analyse-là. Il est parti, voilà, à la fin, il comprend que le problème, c'est pas le coach, c'est l'effectif. Il a essayé d'étoffer un peu l'effectif, il fait encore revenir le même Jardim. Voilà, donc je pense qu'il y a un problème de casting au niveau de Monaco ces derniers mois. Mais le gros problème également, c'est l'ambition de Monaco, les réelles ambitions de Monaco. Parce qu'à chaque fois qu'il y a de bons joueurs, on les vend et on repart à zéro. Donc à la fin, je pense que Monaco devrait s'attendre à ça. Voilà. Mais avec le départ de Mbappé et tous les autres, Lemar, Thibaut Bakayoko et Fabinho. Voilà, donc on a quand même déplumer cette équipe-là. Donc à la fin, je crois que les résultats ne peuvent pas suivre. Tout à fait. Mais bon, ça plaisait aussi quand même au président Ribolovlev. Moi, je pense que le vrai problème, c'est lui? Non, c'est les indemnités qu'on a payées d'abord à Jardim. Beaucoup d'argent. Oui, beaucoup d'argent. Puis à Thierry Henry. Ça, véritablement, ça n'a pas plu. Le boss n'a pas apprécié. On sait que c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'argent. Absolument. C'est un homme d'affaires. Problème de femme dans son divorce, il perd beaucoup d'argent. C'est ça. Alors on ne va pas rigoler en faisant partie de quelqu'un, en le faisant revenir. Non, mais c'est un peu ça. On va épiloguer là-dessus déjà, le dit, ne vous inquiétez pas. On va aller avec les derniers matchs. Les derniers matchs pour dimanche, il y a Bordeaux-Toulouse. Oui. Et quand Strasbourg, Lyon, Montpellier, ce sera un match intéressant. Intéressant également. Et Reims qui reçoit Rennes. Et puis en clôture, comme je le disais, Saint-Etienne. Face au Paris Saint-Germain, le club de votre cœur. Et voilà, sans transition, on va parler du terme sportif dans l'émission Plateau Foot Europe en direct du studio Messaniamé. Professeur Yetor, nous sommes tout cuits. Aujourd'hui, le cours est si simple et facile. Tout le monde connaît donc le terme talonnade. Tout le monde sait ce que c'est que la talonnade. D'accord. C'est le fait de faire la passe ou de tirer le ballon avec les talons. Tout simplement. Tout simplement. Ouais, tout le monde en a une fois fait la talonnade. Franck Munyama. Oui, oui, tout le monde en a fait. Il y a une talonnade historique. Quand ce n'est pas bien fait, c'est extrêmement vilain. Ezekiel parle de la Cannes 2002. C'était quoi? Elle est tellement historique celle-là. En tout cas, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont célèbres en la matière? Quand on sait que sur chaque geste technique, il y a quand même quelqu'un qui soit révèle ça ou soit qui est quand même la figure de proue. Oui, mais je pense que dans un match, ça vient. C'est-à-dire, c'est la manière dont le ballon arrive qui oblige peut-être... Et la lecture de jeu, la position de son coéquipier. Mais faire d'une talonnade sa spécialité. Luka Modric en a fait même dans le match face à l'Ajax. Voilà, mais en faire sa spécialité... Sa spécialité, c'est rare. Oui, sa spécialité, ce sont les extérieurs. Exactement. Ah, bien noté. Merci beaucoup, cher professeur. Le cours est trop facile. Et très court surtout. Alors, ça a fini dans la bonne humeur, même si, nous allons saluer quelques inconditionnels, mais avant également, on a une pensée pieuse à l'endroit de notre doyen, notre frère, notre ami, notre collaborateur, Alfred Colani, qui nous a quittés récemment, c'était lundi soir. Sincèrement parlant, c'est un choc. C'est un véritable choc, Franck. Quand on a appris la nouvelle. On ne trouve pas de mots pour qualifier ça. Depuis lundi, on est totalement bouleversé, déboussolé, on dira. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est juste à l'endroit de la famille, sa femme et ses enfants qui soient surtout forts. Tout à fait. Et je me rappelle que c'est un féru du Real Madrid. Et quand on s'en voyait, il disait à la Madrid, Forza Barça, c'était le duel entre nous. Et puis c'était un grand admirateur de José Mourinho. Ah oui, voilà quoi, c'était un grand animateur également de sport et surtout un grand amoureux du football européen également. On se rend compte
qu'on n'est jamais préparé face à la mort. Ah oui, Ouais. c'est Elle ça. nous surprend. Elle nous surprend surtout. C'est pourquoi il faut appeler quand même à beaucoup d'amour autour de nous. Oui, c'est Parce important. que quand on voit tout ce qui se passe en l'espace d'un an, la presse Ouais. sportive congolaise a perdu quand même complètement. trois grands Et journalistes. pas des moindres. Hein. Pas des moindres, quand je me rappelle de Junior Amemignan, ou bien encore de Jean-Pierre Georges tout récemment, et aujourd'hui du doyen, moi je l'appelle affectueusement doyen. Oui, tout à fait. Alfred Kolani, on se pose véritablement des questions. Qu'il repose en paix, condoléances à sa femme et à ses enfants qui sont encore jeunes. En tout cas, ça a été véritablement un choc qu'on ne s'attendait pas du tout. Vraiment, toutes nos sincères condoléances à toute la famille et surtout, comme l'a dit Franck tout à l'heure, à sa femme et ses deux enfants, Steven et Grace. Alors, on va quand même saluer quelques personnes chères à nous. Ça se fait tant qu'on vit. Il va falloir également leur prouver notre amour. Ezekiel Ayataï. Ben, je dis bonjour à Manu Akwete, Rachid Alassani, moi aussi mon job, sans oublier Alex Patassé, alias Nlakoy. Un coucou à toute l'équipe des LFC, bonjour à Mouzou FC également. Armel Waba. Oui, je vais saluer deux supportrices, Agathe et puis Rachel, respectivement du Barça et puis du Real Madrid. Ah, c'est l'amitié qui continue comme ça. C'est jamais simple. Hein. Voilà. Et puis un confrère de Togo Portail, et puis Iria Makapo aussi. D'accord, voilà. Le message il est bien passé. Et oui, pour à un soldat aussi, dans la semaine, j'étais sorti tardivement un peu. D'accord. Voilà, merci pour la confession. C'était l'anniversaire d'un ami. Et donc quand on revenait, il nous a pris. Dans les discussions, il suit PFE. D'accord. Voilà, il s'appelle Sergent Roland. Voilà. Ah oui. C'est après lui avoir nous sommes au garde à vous. Montré ma pièce. Ah, c'est Armel Waba. Voilà. Grâce à PFE, je n'ai pas payé. Roméo Yetor. Alors, je salue Delanove, Lionel, Thiago, Gauthier, tous les amis sur la plateforme PFE, l'homme de alias Papa Baby, Kwadenu Kwade, Brucadio Faustin, tous les autres. Salut à vous. Fifi, votre mot de bonjour aux autres. Oui, à tous les fans sur la plateforme, et je n'oublie pas Youssif, le grand mancunien. Et en même temps, je salue également Lawal, le grand parisien. Franck Lunyama. Bonjour à tous les inconditionnels de cette émission et excellente semaine à eux. Merci. On salue également Claude Alito et puis Sandro Gatier. Bon anniversaire à vous deux. Nous saluons également Eric Labi, Sika Rouvi, Léonce Bati, Evelyne Benedji. Merci Franck Lunyama, merci Armel Waba, Fifi, mille merci d'être passé, Roméo Yetor et Ezekiel, mille merci. Nous allons terminer cette émission toujours avec une pensée à notre doyen Alfred Kolani et surtout rester des nôtres et passer un super week-end sportif en compagnie des programmes de Sport FM. À bientôt.